Quand on pense aux matériaux composites, on imagine tout de suite la légèreté, la résistance des avions de ligne aux voitures de course. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est que leur fabrication est un processus hyper complexe et surtout incroyablement coûteux. C'est ce coût qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors là, attention, le chiffre qui va suivre est assez fou. Rien que la découpe et la superposition des couches de composite, ce qu'on appelle les plis, eh bien ça représente entre 40 et 60% du coût total d'une pièce finie. Oui, 40 à 60%, c'est juste énorme. Et c'est précisément ce chiffre qui pousse toute l'industrie à innover sans cesse. Le terme technique, c'est la superposition de plis. En fait, c'est tout simplement l'art d'empiler méticuleusement des feuilles de ce matériau, couche après couche, pour construire une pièce. Chaque couche, chaque pli a une orientation de fibre bien spécifique pour donner à la pièce sa résistance exactement là où il faut. Bon, voici le plan de match. On va commencer par la préparation, qui doit être absolument parfaite. Ensuite, on explorera l'approche artisanale avant de plonger dans la révolution de l'automatisation. On verra comment tout ça est finalisé sous pression et on terminera en se demandant quel est le bon outil pour chaque situation. Allez, c'est parti. D'accord, entrons dans le vif du sujet. Tout commence bien avant même que le premier pli soit posé. Pour atteindre la précision requise dans les composites, il faut une préparation qui ne laisse aucune place à l'erreur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces matériaux de pointe sont périssables, un peu comme des aliments frais en fait. La résine qu'ils contiennent est chimiquement active. Si on la laisse trop longtemps hors du congélateur, elle vieillit, elle perd son côté collant et elle devient toute rigide. Le risque final, un mauvais écoulement pendant la cuisson, ce qui peut ruiner complètement la pièce. Et pour éviter tous ces problèmes, la superposition se fait dans des salles blanches ultra propres. Il faut s'imaginer une sorte de bloc opératoire, mais pour les composites. L'air y est climatisé, l'humidité est contrôlée au millimètre et il y a une légère surpression pour empêcher la poussière ou l'humidité de s'infiltrer. La moindre petite particule, la moindre goutte d'eau absorbée, et c'est le risque de créer des défauts, comme des bulles d'air dans la pièce finale. Passons maintenant à la base, la méthode fondamentale de fabrication des composites. La superposition manuelle. C'est vraiment là que le savoir-faire humain prend tout son sens. Ici, on parle vraiment d'un travail d'orfèvre. Des techniciens ultra spécialisés viennent poser chaque pli un par un à la main sur le moule. Et pour être sûr que tout est parfait, des lasers projettent le contour exact de chaque pli directement sur la surface de travail. C'est une méthode incroyablement polyvalente, parfaite pour des pièces aux formes vraiment tordues ou pour de toutes petites productions. Le hic, c'est que ça demande énormément de main-d'œuvre. Et qui dit main-d'œuvre dit coût très très élevé. Pendant ce travail manuel, il y a une étape absolument cruciale, le compactage sous vide. Imaginez que vous empilez des couettes. Il y a toujours de l'air qui reste coincé entre les couches. Eh bien, pour les composites, c'est pareil. Tous les 3 à 5 plis environ, on met un sac à vide par-dessus et on aspire tout l'air pour bien tasser les couches. C'est indispensable pour avoir une pièce finale bien dense et sans aucun défaut. Cette comparaison illustre parfaitement le bond technologique qu'a connu la découpe des plis. Avant, c'était un travail à la main, avec des gabarits, c'était lent, pas toujours très précis, et ça générait beaucoup de gaspillage de matière. Aujourd'hui, on a des machines à ultrasons qui découpent les formes avec une précision redoutable, pendant qu'un logiciel optimise l'agencement pour jeter le moins de matière possible. Le gain en efficacité est juste spectaculaire. Forcément, avec le coût de la main-d'œuvre du drapage manuel, l'industrie a dû trouver des solutions. C'est comme ça qu'est née la révolution automatisée, avec des machines conçues pour être plus rapides, plus régulières et au final moins chères. La première grande solution, c'est le placement de bandes automatisées, ou ATL. Il faut s'imaginer une sorte d'énorme imprimante 3D qui, au lieu de déposer du plastique, dépose de larges bandes de composite. Ces machines sont parfaites pour les très grandes surfaces assez plates, comme les ailes d'un avion. Leur point fort, c'est clairement la vitesse. Ensuite, on a l'enroulement filamentaire. Le principe est assez simple à visualiser. On enroule des filaments de fibres, déjà imprégnés de résine, autour d'un moule qui tourne sur lui-même. Un peu comme on enroulerait du fil sur une bobine. C'est une méthode extrêmement rapide, parfaite pour fabriquer des objets cylindriques ou sphériques, comme des réservoirs ou des corps de fusée. Sa seule limite, c'est que la fibre est toujours sous tension, donc elle ne peut pas suivre des formes creuses. Et enfin, voici le placement de fibres. On peut dire que c'est la méthode la plus sophistiquée, une sorte d'hybride qui combine le meilleur des deux autres. Là, une tête de robot dépose des mèches individuelles de composite qu'elle peut couper et relancer quand elle veut. Ça lui permet de construire des formes d'une complexité folle, y compris des surfaces concaves. C'est la solution de choix pour les pièces les plus exigeantes, comme les sections de fuselage des avions les plus modernes.
Alors, si on devait résumer, l'ATL, c'est la vitesse pour les grandes surfaces planes. L'enroulement filamentaire, c'est le très haut débit pour les formes cylindriques. Et le placement de fibres, c'est la polyvalence absolue pour les formes les plus complexes. Chaque méthode a vraiment sa spécialité. Bon, une fois que toutes les couches sont en place, qu'elles aient été posées à la main ou par une machine, il faut encore transformer cet empilement en une seule pièce, solide et unifiée. C'est là qu'intervient l'étape de la cuisson sous pression. Avant de passer la pièce au four, on l'emballe dans un assemblage assez complexe qu'on appelle un sac à vide. Chaque couche a un rôle bien précis, on a des barrages pour contenir la résine, un film pour que rien ne colle, un tissu absorbant pour l'excès de résine et un feutre de drainage pour que l'air puisse s'échapper de partout. On scelle le tout sous un grand sac en nylon, on fait le vide et c'est la pression de l'atmosphère qui vient compresser la pièce de manière totalement uniforme. Bien sûr, l'industrie cherche toujours à être plus efficace. La grande tendance du moment, ce sont des matériaux qui contiennent pile la bonne quantité de résine. Ça permet de se passer des couches absorbantes, ce qui simplifie énormément la mise sous vide, réduit les coûts et diminue aussi le risque de faire des erreurs. On a vu des méthodes qui vont du travail d'artisan jusqu'au robot à 7 axes. La question qui se pose maintenant est assez évidente. Mais alors comment est-ce qu'on choisit ? C'est vraiment la question qui vaut des millions pour les fabricants. Le choix qu'ils font a un impact direct sur le coût, bien sûr, mais aussi sur la qualité et la vitesse de production. Et la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique. Le point essentiel à retenir, c'est celui-ci. La méthode la plus rentable dépend entièrement de la pièce. Sa taille, sa complexité, le nombre d'exemplaires à produire, absolument tout est pris en compte. La décision se prend donc au cas par cas, après une analyse très, très rigoureuse. On va finir sur une question qui ouvre sur l'avenir. La technologie, elle, ne s'arrête jamais. Le placement de fibres, qui était autrefois réservé à l'aérospatiale de très haute pointe, devient de plus en plus accessible. On peut donc légitimement se demander quelles formes révolutionnaires qu'on juge aujourd'hui impossibles ou beaucoup trop chères à fabriquer verront le jour demain. L'histoire de la fabrication des composites ne fait sans doute que commencer.